Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Vous êtes bien sur Sport en France et vous l'avez peut-être remarqué, dans Sport en France, il y a sport. Et pourtant, nous allons évoquer maintenant une discipline, le bridge. Oui, le bridge peut être considéré comme un sport, on va en parler ensemble avec nos invités. Et quels invités, puisque nous avons un plateau de luxe, puisque je vais commencer par Anaïs Leleu. Vous avez été plusieurs fois championne du monde chez les jeunes et vous êtes aujourd'hui, à 28 ans, vice-championne d'Europe de bridge. En face de vous, Géraldine Gadet. Géraldine, vous êtes professeure de mathématiques et vice-présidente de la Fédération française de bridge. On verra si ça va ensemble d'ailleurs, les mathématiques et le bridge. Et puis Léo Rombaud est avec nous. Léo, 22 ans, international français de bridge. Alors, Bertrand, qui prépare cette émission avec moi, m'a fait un long laïus sur le bridge. Qu'est-ce que le bridge? 1 500 000 joueurs en France, 76 000 licenciés. Mais je préfère demander à Géraldine de m'expliquer ce qu'est le bridge en quelques mots. On appelle ça un elevator pitch, c'est les Américains. En 1 minute, expliquez-moi ce qu'est le bridge. C'est un jeu de cartes qui se joue avec un jeu traditionnel. Vous connaissez les jeux de cartes, pique, cœur, carreau, trèfle. Oui, heureusement. Voilà. Bon. Mais surtout, le bridge, c'est un jeu d'équipe. C'est le seul sport de l'esprit qui se joue avec un partenaire. Il va y avoir 2 phases. Une première phase où on va communiquer par un langage codé, des enchères pour trouver un contrat, c'est-à-dire combien est-ce que de plis on va réaliser. Et puis ensuite, il y a la phase jeu de la carte, où là, on va s'efforcer de réaliser le contrat sur lequel on a parié au départ. Et là, c'est encore de la communication entre les joueurs, puisque à partir de cartes, on va se donner des informations. Évidemment, sans parler, c'est pas tu me fends le cœur. Oui, c'est pas tu me fends le cœur, ça c'est autre chose. Léo, expliquez-moi, cette relation entre 2 joueurs, c'est la première chose que vous apprenez peut-être si vous ne connaissez pas le bridge devant votre écran, c'est que le bridge, ça se joue à 2. Alors Léo, parlez-moi un peu de la relation qui s'installe avec un coéquipier ou une coéquipière. Il n'y a pas homme ou femme, là, c'est invariablement. On peut jouer avec tout le monde et du coup, une relation avec un coéquipier, c'est comme... moi, je fais du foot aussi ou du paddle. Et c'est la même chose, on est soudés, on joue ensemble, donc c'est un sport d'équipe. Alors, on parle de code, vous pouvez m'expliquer un petit peu? Parce que quand on dit code, on pense tout de suite tricherie, tiens, je me touche l'oreille droite, il faut que tu joues cœur. C'est souvent ce que me disent mes amis, ouais, tu dois tricher au bridge, mais pas du tout, parce que les codes, on le prépare en amont avec son partenaire, et c'est des signes qu'on fait, avec des cartes, et on est censé l'expliquer à nos adversaires, il n'y a rien de caché, c'est juste qu'on doit le travailler en amont pour savoir ce qu'on fait. Mais il n'y a rien de... Donnez-moi un exemple que j'essaie de comprendre un peu mieux. Vous faites un signe et vous l'expliquez à l'adversaire. Quand on est sportif, on se dit déjà, il y a un truc qui ne va pas. Par exemple, si j'ai 2 cartes dans une couleur, je vais d'abord jouer la plus grosse, puis la plus petite, pour dire à mon partenaire que j'ai 2 cartes. Et ça, mes adversaires, s'ils me demandent pourquoi vous avez mis ces cartes dans ce sens-là, je dois leur expliquer et leur dire, classiquement, quand on a 2 cartes, on joue d'abord la plus grosse, puis la plus petite. Vous êtes obligé d'expliquer. C'est c'est le code, c'est la règle. Système, ouais. D'accord. Intéressant. Anaïs, est-ce que c'est difficile de trouver son ou sa partenaire ou est-ce que, quand on est un très bon joueur de bridge, comme vous l'êtes tous les deux, ou peut-être vous aussi d'ailleurs, quand on est un très bon joueur de bridge, est-ce qu'automatiquement, entre très bons joueurs, on va se comprendre et s'entendre? Alors, trouver un partenaire, comme vous l'avez dit, il y a 1,5 million bridgers en France, 76 000 licenciés, donc on peut en trouver. Ensuite, il y a des styles de bridge différents quand même. Il y a des styles qui vont être plus ou moins offensifs. Donc mettre ensemble les 2 meilleures joueuses ou joueurs de bridge ne va pas forcément faire la meilleure paire. Il y a vraiment une question d'entente, de complicité et de respect. Plus on joue ensemble, plus on se connaît, plus on se comprend. Oui, exactement. Mais c'est en lien avec ce que disait Léo, le fait qu'on doit mettre en place un code ensemble. Évidemment, plus on a joué ensemble, plus on a d'expérience ensemble, plus alors on a vu de situations. Vos titres, par exemple, Anaïs, vous les avez conquis, vos titres de championne du monde de jeunes, toujours avec la même personne ou... Alors, j'ai joué plusieurs années avec les mêmes personnes. Et donc, oui, il y a eu plusieurs titres que j'ai eus avec la même partenaire. Et ma partenaire aujourd'hui à haut niveau, ça a fait plus de 3 ans qu'on joue ensemble. D'accord. Alors, parlons du bridge à l'école, parce qu'il y a quand même une notion pédagogique. Alors, d'abord, j'allais dire, le bridge, il y a quand même, je pense qu'il y a un code, j'allais presque dire une éthique. C'est quand même un milieu où on ne va pas se faire de crasse, on va se respecter. Enfin, je sais pas, je vais éviter les raccourcis à la Tanguy Pastureau qui balance une petite vanne sur le bridge. Mais est-ce que... on a une éthique? Est-ce qu'on a des règles ou on ne se permet jamais de faire quelque chose qui va être limite?
Évidemment, il y a des valeurs qui sont importantes et vous me parlez du bridge scolaire. Justement, ces valeurs, elles sont importantes. C'est important de les apprendre aux enfants dès le plus jeune âge. Quelles valeurs? Justement, les respects des règles, donc les règles de jeu, les règles du jeu, mais aussi le respect de ses adversaires, de son partenaire. Bon, voilà, donc toutes des compétences citoyennes qui font partie de ce qu'on veut apprendre à l'école. Grâce au bridge, on peut justement les travailler. En plus de ça, ce qu'on apprend à l'école, c'est par exemple le calcul mental. Alors, il y a beaucoup de compétences, oui. Il y a beaucoup de calculs. C'est nécessaire de savoir calculer vite, de retenir les cartes, comme on peut le faire à la belote, ou voilà, est-ce qu'il reste des atouts, ou au tarot surtout, combien il reste d'atouts, combien il reste de cœurs, est-ce qu'avec mon set de cœurs je suis maître, c'est un peu ce jeu aussi? Oui, c'est sûr que ça c'est important et ça se travaille un peu naturellement. Quand j'ai démarré le bridge, j'entendais les plus grands qui parlaient, qui racontaient toutes les donnes, qui se rappelaient de toutes les cartes. Ça. Je me disais comment ils font, comment c'est possible de se rappeler de tout. Alors que maintenant, pour moi, c'est un... Maintenant, vous êtes comme des golfeurs, quand vous dînez ensemble, vous vous rappelez le 4e coup, le truc, quand tu as joué les cœurs, quand tu as joué... Voilà. Allez, on va voir ce qui se passe à l'école, justement, puisque c'est un des grands atouts du bridge, c'est justement de former, justement, et de favoriser certaines valeurs et certaines qualités. Le bridge à l'école, sujet. Géraldine Gadet, je suis vice-présidente de la Fédération française de bridge en charge du bridge scolaire. Et je suis aussi enseignante de mathématiques en collège dans les Deux-Sèvres. Bonjour! J'interviens aussi dans des classes de primaire. Donc là, le bridge est obligatoire. J'ai une classe entière. Ça fait quelques mois et les progrès sont énormes au niveau concentration. C'est difficile pour eux, 45 minutes, d'être assis, tenir son jeu, réfléchir. Derrière ça, il y a quand même une réflexion. J'ai écouté ce qu'elle a dit, je vais essayer de reproduire. Et puis je regarde les cartes qui tombent, la mémorisation. La fédération a créé un jeu qui s'appelle le Petit Bridge. C'est un jeu de cartes avec des noms de légumes, d'animaux et il y a des chiffres. Donc grâce à ça, on va travailler les compléments jusqu'à 10, puisqu'on peut gagner une partie 8-2 ou 7-3, ce qui correspond au programme de maths de ces élèves. Il y a quelqu'un qui a mal distribué les cartes, du coup on a gagné 10-0 et j'étais très content et le jeu il est trop bien. Bah oui quand même, il est incroyable. Alors au collège, j'ai 7 créneaux de bridge, j'ai beaucoup de groupes qui se succèdent sur la pause méridienne ou sur l'emploi du temps. Les élèves ont choisi cette discipline, ce ne sont que des élèves volontaires. Le bridge est inscrit dans leur emploi du temps. J'étais à l'école en CM2 et Madame Gadet elle était venue faire une initiation. Et après, j'ai continué en 6e. C'est un jeu de cartes qui permet de réfléchir, apprendre un peu les maths en même temps. C'est un jeu, c'est vrai, qui est complexe, mais en fait, à tout moment, dès qu'on commence en une séance, on trouve toujours le plaisir de jouer, parce que notre progression, elle est faite pour que ce soit jamais trop difficile et qu'on s'amuse toujours et on y va très progressivement. J'ai découvert le bridge grâce à mon grand frère qui fait encore aujourd'hui du bridge et j'ai commencé un peu en CM2. Ça travaille vraiment la capacité de concentration, aussi de mémorisation. Avec le bridge, je vais travailler des compétences vraiment transversales, pluridisciplinaires. C'est le raisonnement, la logique, tout ce qui est esprit d'équipe, coopération. Le respect de ses adversaires, de son partenaire, le challenge, la compétition, l'ambition. Bravo, Géraldine, vous avez tout dit dans ce sujet, on a compris les compétences que ça développe. Ça peut aussi donner confiance peut-être à un élève qui ne va pas être très à l'aise au ballon dans la cour quand on joue au foot, qui va peut-être là trouver son... Mais c'est même l'essentiel, je trouve. En fait, si on ne travaille pas en confiance, on ne peut pas avoir le cerveau disponible pour apprendre. On le sait, c'est hyper important. L'éducation nationale nous le demande aussi. C'est pour ça que le jeu est préconisé dans les programmes aussi, parce que c'est dans cette situation favorable, dans ce bon environnement qu'on peut apprendre. Anaïs, je vous regardais quand vous visionniez le sujet. Vous aviez l'air presque ému, vous regardiez ces petits-enfants, vous êtes revus un peu, vous qui avez commencé très jeune. Comment avez-vous commencé d'ailleurs? Comment on prend contact avec le bridge? Oui, moi justement j'ai commencé par le bridge scolaire. Donc en 6e, j'étais dans un collège où il y a eu une initiation qui était faite par une des professeurs du collège qui jouait elle-même au bridge. Et c'est comme ça que je suis tombée dans la marmite il y a 20 ans.
Qu'est-ce que vous diriez à ces petits-enfants, à ces enfants Qu'ils ont de la qu'il faut chance. d'abord qu'ils jouent, il faut d'abord prendre du plaisir avant d'être une championne. Oui, non, mais déjà, ils ont beaucoup de chance parce que c'est pas proposé dans tous les collèges et Bien c'est sûr. vraiment un jeu formidable. Donc, ils sont chanceux de pouvoir l'apprendre, de l'apprendre aussi jeune aussi parce que ça compte beaucoup, parce que ça permet d'acquérir plus d'expérience et c'est plus facile d'apprendre tout sport hein, quand on est plus jeune. Donc, j'aurais juste envie de leur dire de profiter, de continuer et que le bridge, c'est une grande famille et qu'ils vont se rencontrer plein de gens qui resteront importants dans leur vie. Alors j'avais prévu de vous demander si ces formations de bridge à l'école peuvent servir à former les champions de demain, mais vous m'avez donné la réponse, c'est que vous venez de là. Oui. Je pense que il y a deux effets. C'est d'une part, ça permet de faire découvrir le bridge à des personnes qui n'auraient pas pu connaître le bridge autrement, parce qu'en fait, si les parents ou les grands-parents ne jouent pas, il n'y a pas vraiment de raison de s'y mettre. Et d'autre part, ça permet vraiment de commencer très jeune. Et donc plus on commence jeune, moins on va avoir le fait de devoir par exemple choisir entre les études et le bridge. En fait, si on a commencé très jeune, on peut déjà avoir un bon niveau quand on fait les études et donc mener les deux en parallèle. Et puis encore une fois, comme tout sport, plus on démarre jeune. Comment on passe du scolaire à la compétition? Est-ce que vous, Léo, vous avez commencé comment vous? J'ai démarré, mon père il joue, c'est un des meilleurs joueurs français et du coup ça lui arrivait de donner des cours et de faire des stages pendant les vacances et j'étais assez curieux donc je regardais, j'écoutais, ça m'intéressait et j'ai démarré plus précisément avec une colo bridge où c'est une colo classique où juste il y a du bridge le matin et l'après-midi on fait toute activité. On en apprend des choses, hein. Le bridge à l'école, le bridge dans les colos. Mais c'est formidable, ça donne des idées, je pense, à nos téléspectateurs. Ah oui, du coup c'était une colo classique avec du bridge le matin et plein d'activités le reste de la journée. Et en y jouant pendant 2 semaines comme ça, j'ai pris le pied. Et je me suis fait plein d'amis du coup à cette colo que j'ai refait sur pas mal d'années. Et après je me suis mis à faire des compétitions. Comment on s'aperçoit qu'on peut être un champion? Je me suis pas vraiment aperçu, j'ai juste pris. Si, vous gagnez tout le temps, non? Non, justement, malheureusement, au bridge, comme on joue beaucoup et qu'il y a beaucoup de bons joueurs, on gagne plus souvent qu'on perd, mais heureusement, on gagne quand même de temps en temps. D'accord. Je dirais que moi, de mon côté, ça a été plutôt, après quelques années, d'avoir intégré les groupes France Jeunes. Donc c'est des entraînements, c'est une détection en fait des meilleurs joueurs, donc les plus jeunes, les moins de 16 ans, moins de 20 ans, moins de 25 ans, et des entraînements dédiés et spécifiques. Et donc c'est un peu à ce moment-là où on se dit ah oui, il y a le haut niveau qui peut s'ouvrir en fait à soi. Eh bien le haut niveau, on va en parler. Dites-moi. Mais quand même, je voulais dire que le bridge scolaire, au départ, c'est pas pour faire des champions de haut bien niveau. Évidemment. Moi, je travaille pas pour faire une élite. J'ai bien compris. Je travaille pour que mes élèves profitent de ce jeu super. J'ai envie de transmettre ma passion au plus grand nombre. Et si un ou deux, parmi eux, voilà. Il y en a un qui devient champion, c'est bien. Mais en fait, moi, je travaille avec des élèves qui sont en difficulté scolaire, parfois des élèves en situation de handicap. Évidemment qu'avec ces élèves, le but est de faire raisonner d'une autre façon. Vous avez tout à fait raison de le préciser, c'est avant tout de la passion, avant tout de la transmission, et après, si on devient champion, tant mieux. Les champions, parlons-en, c'est un sport, mais un sport de l'esprit. On va découvrir ce qu'est une compétition, on peut comparer ça peut-être à un marathon mental, celui-là, sujet. Avec plus de 75 000 licenciés en France, le bridge s'affirme comme un sport de l'esprit, où compétition, arbitre et match ont tout leur sens. À l'image de Léo Rombaud, 22 ans, et Anaïs Leleu, 29 ans, tous deux en équipe de France, jouer au bridge prend une toute autre dimension. Dans des grosses compétitions internationales, on joue en moyenne entre 3 et 4 matchs par jour, d'environ 2 heures. Donc ça fait entre 6 et 8 heures de jeu. Ça fait quand même des grosses journées où mentalement c'est assez éprouvant. Comme tous les autres sports, ça demande énormément d'entraînement, beaucoup d'expérience. En fait, dans le bridge, l'expérience et toutes les situations qu'on a pu voir avant, c'est ce qui fait aussi qu'on est meilleur pour mener nos déductions. Au bridge, dans les compétitions par équipe, à chaque fois on joue à 4 en même temps. Donc moi et mon partenaire et mes 2 coéquipiers à une autre table. On joue contre une même équipe et quand je vais jouer une partie, avec ma partenaire, on va avoir les mêmes cartes qu'à la table d'à côté. Nos adversaires, ils auront les mêmes cartes que nous. Et du coup, on va être comparé à eux, il va falloir essayer de faire le mieux possible. Il n'y a pas de stratégie secrète avec mon partenaire. Tout ce que mon partenaire sait, les adversaires le savent aussi. Pareil, quand on joue les cartes,
Nos cartes, elles peuvent avoir une signification. Et donc ça, les adversaires doivent aussi savoir, s'ils me posent la question, je dois leur dire. Et si je le fais pas, si je mens, c'est là aussi où ils peuvent recourir à l'arbitre. Du coup, là, on vient de jouer contre une très bonne paire, Cédric Lorenzini, qui est mon coéquipier en équipe de France Open, et sa partenaire, qui est une internationale anglaise. Et on a eu dès le début un assez gros mauvais coup avec Anaïs, qui est vraiment pas très bien tombé, et du coup, ça, c'est très très mauvais. Ce qui n'est pas forcément facile, parce que quand on commence contre une bonne paire et qu'on commence avec, on sait, des points de retard, il va falloir s'accrocher parce que c'est plus difficile de rattraper des points derrière. Et après, par contre, on a pas mal de petits coups qui peuvent rapporter très gros. Et si nos coéquipiers ils font quelque chose de très bien, on pourrait marquer pas mal de points. Donc on attend de voir ce qu'ont fait nos amis. 100 à eux. 50 à nous. Quand on voit du coup nos partenaires qui sortent de l'autre table, à ce moment-là, on peut comparer ce qui s'est passé et eux, ils avaient vraiment aussi une très bonne feuille. Et donc en fait, entre notre bon fond de jeu et leur très bonne feuille, on a gagné de beaucoup, de presque 40 points le match. Et 400 à nous. Bien joué, 50 à nous. Oh là là. On a eu Bravo. un peu chanceux, un tout petit peu chanceux, mais c'était bien. Bon bah ça commence bien. Sinon, c'est pas de Au terme d'un week-end presque parfait avec 6 victoires en 8 matchs, Anaïs, Léo et leurs coéquipiers sont sacrés champions de France en division de ligue mixte par équipe. Un résultat prometteur avant de retrouver les couleurs de l'équipe de France. J'ai vu que vous avez fait Sciences Po. Oui. Est-ce que le bridge a compté pour vous? Est-ce que ça a été un atout? Je pense que ça a été un atout, parce que ça permet de développer beaucoup de compétences et de qualités, et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais la concentration, en fait, la capacité à se concentrer pendant des heures sur un même sujet, une capacité d'analyse aussi, puisqu'on analyse en fait sans cesse des situations avec des informations qu'on récupère au fil des cartes qui passent, la capacité de prise de décision sous contrainte, mais aussi la gestion du stress, notamment à haut niveau. Léo, est-ce qu'on peut parler d'endurance mentale, endurance au terme physique même? Est-ce qu'à un moment la fatigue prend le dessus et qu'il faut avoir une hygiène de vie, faire du sport? Bah oui, carrément, parce que comme j'ai dit dans le reportage, en compétition, on peut jouer jusqu'à 8 heures par jour, et ça pendant plus d'une semaine. Donc si on ne dort pas, qu'on se nourrit mal et qu'on n'est pas en forme, ça se ressent directement. La fatigue, ça nous fait prendre des mauvaises décisions, faire des erreurs qu'on n'aurait pas faites si on était lucide. Sur un CV, une ligne champion de bridge international, est-ce que ça compte à votre avis? Bon, ouais, je pense que c'est une bonne plus-value. Enfin, je suis fier de pouvoir dire que j'ai fait ça. Vous l'avez senti déjà tous les deux, cette plus-value du bridge? Oui, c'est clairement une plus-value, non pas juste parce que c'est un titre, mais en fait tout ce que ça a pu apporter, comme je disais précédemment, tout ce qu'en fait on développe par le bridge, on peut complètement le mettre à profit des études d'une société. Donc c'est en ce sens que ça peut être un atout aussi sur un CV. Est-ce qu'il y a une mixité sociale aussi dans le bridge? Est-ce que cette vision du bridge, qui est quand même un petit peu une activité privilégiée, je veux dire, on joue peu au bridge dans les cités, semble-t-il. Est-ce que cette mixité sociale est en train de se mettre en place? Bah oui, puis avec le bridge scolaire, on intervient dans tous les milieux, et justement des milieux sociaux défavorisés, et on voit bien que les jeunes aiment autant le bridge, voilà. Moi, je suis aussi en milieu rural, donc dans mon club de bridge, c'est pas du tout des gens, des bourgeois, comme vous pourrez imaginer, dans les stéréotypes qu'on a des bridgeurs. C'est bien de le préciser. Qu'est-ce qui fait, alors là c'est une question que je vous pose à tous les trois, qu'est-ce qui fait que le joueur de bridge reste passionné toute sa vie? C'est un peu comme le golf, où vous faites un dîner de golfeurs, on parle de golf toute la soirée. Pourquoi ce bridge, il y a un secret, quelque chose, pourquoi ça vous attrape comme ça que ça ne vous lâche jamais? Parce que c'est un jeu infini. Voilà. À chaque fois qu'on mélange les cartes et qu'on les distribue, c'est une situation qui n'est jamais arrivée. Et donc, on n'a jamais fait le tour du jeu. Et chaque partie est différente. Même les plus grands champions qui ont 40, 50 ans, ils apprennent de nouvelles situations tous les jours. Il y a tout le temps... Le jeu, il n'est pas fini, comme dit Anaïs. Alors, on va essayer de comprendre. Vas-y, et en même temps, ça peut faire peur d'entendre ça, sauf qu'en fait, c'est un jeu très simple. Au départ, la règle du jeu, on peut vous l'expliquer en 2 minutes. Les gens qui apprennent le bridge, qui viennent commencer, qui font des initiations, ils disent tout de suite
Ah bon, c'est ça? Mais c'est hyper facile en fait. C'est un jeu qui est accessible à tous. D'accord. Et dans Mais les l'imaginaire, on a situations vont l'impression. amener... Après, l'expertise peut être de plus en plus importante. Voilà, comme le jeu d'échecs, la règle du jeu elle est simple, mais après, forcément, quand on est un champion, on développe plein de stratégies. Au bridge, le jeu de la carte est très simple. Mais après, voilà, on peut jouer. Vous allez me dire que le analyse bridge est fort. plus facile à expliquer que le tarot, qui est un peu compliqué ou... Non, c'est à peu près équivalent. Si vous êtes joueur de cartes, vous allez facilement vous mettre au bridge parce qu'il y a toujours ce système d'atouts, de plis. Voilà. On va comprendre, avec ce sujet qui nous emmène à Brest, pourquoi le bridge s'installe dans la vie des gens. Allons à Brest ensemble. Loin des clichés, le bridge séduit de plus en plus de jeunes. Après Paris, Lille et d'autres villes, le quai des jeunes bridgeurs a ouvert ses portes dans la ville de Brest. Donc nous, on a créé ce quai-là en octobre 2025. On est accompagné par la Fédération française de bridge et aussi par le comité de bridge de Bretagne. On ne savait pas trop si l'initiative allait prendre à Brest. En moyenne, on est à chaque fois une dizaine de personnes. Donc pour le coup, c'est très positif. En quelques mois seulement, les tables se remplissent de fidèles, prêts à bloquer leur mercredi pour ce rendez-vous. Dans ce sport encore confidentiel, le bouche à oreille joue pleinement son rôle. Ma mère est au club ici, c'est elle qui a entendu parler et c'est elle qui m'a poussée en fait. J'ai emmené François, mon mari, pour apprendre ce jeu de cartes. À la tête du club, Arthur, champion du monde et d'Europe chez les jeunes, transmet aujourd'hui son savoir et ses élèves apprécient particulièrement ses conseils. Quand je discute un peu avec les élèves, ils disent « Ah ok, c'est le champion du monde, c'est qu'il a forcément raison ». Ici, vraiment, les grands axes qui nous permettront de réfléchir et de développer un peu une stratégie petit à petit. On sent qu'il est calé. On voit vraiment dès les premiers cours, quand il intervient à chaque fois, il arrive tout de suite à comprendre où en est la situation. C'est assez cool de l'avoir, c'est stimulant d'avoir un ancien champion du monde comme entraîneur. Entre enchères, levée et bonne carte, chacun mise sur ses atouts pour gagner, mais surtout pour s'amuser autour d'un dîner offert. C'est l'alliance des deux en fait, à la fois il y a la partie sérieuse avec les cours, on apprend des choses, on progresse, mais il y a ces moments conviviaux entre nous. On sympathise très vite avec les autres partenaires de jeu et d'autres personnes qui sont issues d'autres milieux et d'autres âges. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui jouent et l'idée c'est un peu l'image que j'ai envie de partager, c'est que le bridge c'est pas un jeu qu'on découvre quand on passe à l'âge de la retraite. Je pense que des événements comme ceux-là, le club où on est aujourd'hui, c'est vraiment la meilleure manière de réussir à motiver des jeunes à faire ça, à réussir à dynamiser un peu ce jeu. En France, 11 quais des jeunes bridgeurs ont déjà vu le jour et d'autres clubs vont bientôt ouvrir leurs portes. Preuve que le bridge a encore de belles cartes à jouer. Alors ce sujet, cette émission aura servi à bousculer des idées reçues, parce que là on voit que des trentenaires, des quarantenaires au max, et c'est vrai que, est-ce que c'est agaçant finalement pour vous, lorsque vous employez le mot bridge, est-ce qu'il n'y a pas toujours ce petit côté, vous le ressentez de temps en temps ? De la part de personnes qui ne connaissent pas du tout le jeu, Exactement. et donc il y a un peu ce côté, oui mais moi je ne veux pas apprendre à jouer parce que c'est un truc de retraité. Et on essaie, parce qu'on y joue, on essaie de faire changer cette vue du bridge. Vous n'êtes pas vraiment retraités tous les deux, hein, ni vous d'ailleurs, hein, soyons honnêtes. Mais non, c'est vrai, vous êtes je veux dire en croisade, n'employant pas les grands mots, mais vous êtes quand même en train de... Vous avez conscience, vous avez une mission quand même de montrer que le bridge c'est autre chose que ces idées reçues. Oui, puis il y a quand même 7000 jeunes en France qui apprennent le bridge à l'école. Il y a des enseignants qu'on forme, on est au moins à plus de 10 000 enseignants qu'on a formés et qui vont faire du bridge dans leur établissement. Donc on évolue, on fait évoluer les mentalités, mais c'est vrai que le chemin est long. Mais... Vous avez précisé, Léo, tout à l'heure que votre papa était un champion, un très bon joueur de bridge. Vous jouez avec lui ? Oui, je joue depuis 6 ans en France, toutes les compétitions avec lui. Ah, c'est sympa. Et depuis 3 ans, on joue en équipe de France adulte ensemble, donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager ça avec mon père. Ah ouais, ça doit être une expérience formidable. Oui, parce que du coup, comme... regardez-les Léo et le papa. Voilà, mais non, moi j'en viens à votre physique, quoi. Je veux dire, c'est pas. Moi j'ai mené un peu ce combat à une époque pour la boule ganaise. Vous savez, les gens, ils imaginaient les gens avec le Ricard et tout. C'est devenu un sport avec vraiment des courses. C'est vraiment. Et ben le bridge, c'est un peu pareil. Quand je vous vois tous les deux, vous ne faites pas vraiment retraité, quoi. C'est le bien qu'on puisse dire. Dites-moi, Léo. Maintenant, c'est sûr. En plus, en parallèle du bridge, on fait aussi du sport.
Il y a le sport cérébral, le bridge, et le sport physique à côté. Vous revendiquez le mot sport, non? Si? Oui. Moi, j'appelle ça en sport cérébral. Très bien. Sport de l'esprit. Ouais, sport de l'esprit. Très bien. Parce que, c'est pas un vrai sport physique, mais plutôt un sport cérébral comme les échecs. Alors, comme nous sommes dans une chaîne où on parle beaucoup de compétition, est-ce que vous avez des rendez-vous de compétition là prochainement lorsque vous êtes en équipe de France? Est-ce que vous avez un planning avec des grosses compétitions à venir? Ouais, là, cet été, on part à Riga pour les championnats d'Europe adultes justement avec mon papa. Après, on part aux États-Unis. Il y a 3 fois par an des grosses compétitions aux États-Unis où, pareil, du coup, je joue avec mon père. Et c'est ça ce qui est beau aussi que j'ai joué avec mon père. On voyage pas mal toute l'année ensemble pour jouer nos compétitions. Est-ce qu'il y a des prix? Est-ce qu'il y a de l'argent? Est-ce qu'on se contente d'avoir une coupe? Est-ce que sur les gros tournois de bridge, il y a des prize money comme il y aurait dans d'autres jeux comme le poker? Justement, contrairement au poker, non, il n'y a pas vraiment de prize money pour toutes les compétitions. Mais les bridgers professionnels, ils gagnent leur vie par on appelle ça des sponsors. C'est des gens qui ont beaucoup d'argent et qui jouent eux-mêmes au bridge et du coup qui vous payent pour jouer dans leur équipe. Et c'est comme ça que les professionnels de bridge vivent du bridge. Et au niveau des compétitions, on peut parler des compétitions pour les scolaires aussi, puisque la fédération organise des finales régionales, des finales nationales. Donc au mois de mai-juin, tous les scolaires qualifiés pour la finale nationale vont... je comprends qu'il y ait des milliers de jeunes qui jouent au bridge quand on voit votre enthousiasme, vous les emmenez avec vous. Ah oui. Non, puis pour certains, venir à Paris voir la Tour Eiffel quand on vient de province, c'est quand même... Bien sûr. Ça compte dans une vie. La première finale nationale scolaire que j'ai faite, c'était en 2007. Et je pense que c'est la deuxième fois de ma vie que j'allais à Paris. Et tu as dû faire les bateaux-mouches, parce que la fédération paye la balade en bateau-mouche à tout le monde. Alors pas à l'époque, mais j'ai vu la Tour Eiffel le samedi soir. Pierre Durand Pézaille. Oula, je vois une très belle image de tournoi d'ailleurs, d'un grand tournoi. On a peut-être donné envie, j'espère en tout cas, à nos téléspectateurs. Et à vous aussi, j'espère. Oui, mais moi, ça va faire une tête blanche de plus. Il faut des jeunes. Non, mais c'est vrai, moi je suis un joueur de cartes, j'adore ça et je comprends très bien cette passion. Donnez-nous un petit tuyau quand même. Je suis téléspectateur de Sport en France, je viens de voir cette émission, je me dis tiens, c'est pas bête finalement. Pourquoi je ne jouerais pas au bridge? Qu'est-ce que je fais pour jouer au bridge? Alors on peut apprendre le bridge de plein de façons, on peut apprendre en ligne par exemple, mais le plus sympa c'est quand même de rencontrer des gens, c'est quand même de prendre contact avec le club local. Il y a 1000 clubs en France, il y en a forcément un à côté de chez vous. Et donc il suffit de regarder sur internet. Et puis après il y a des cours pour les débutants. Et quand on arrive, on frappe, on arrive, j'aimerais bien jouer, on est bien accueillis. Oui, normalement. Et surtout pour s'il y a des jeunes, enfin même des trentenaires qui veulent s'y mettre, et il disait dans le reportage qu'il y avait 11 quais des jeunes, où là c'est plus sympa pour démarrer, je pense. Voilà. Très bien. Merci pour tout. Anaïs. Merci à vous, Patrick, et à bientôt dans un club de bridge. Pourquoi pas. Anaïs et Léo, bon courage pour les compétitions, vous nous tenez au courant. Et puis Géraldine, ne changez rien. Votre passion est là, intacte, et je pense que les élèves sont morts de très vite à l'hameçon. Merci, c'était passionnant de vous présenter ça et de vous faire découvrir quelque chose. C'est aussi le but de Sport en France. Merci, à très vite pour une autre émission.